Regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, c'est l'unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous le faites à l'instant, merci de nous regarder à la télé. C'est sur les bouquets Canal Plus et Star Times. Merci de nous suivre à la radio. C'est sur la 89.5 et sur l'ensemble de nos plateformes. Au menu de ce matin, la Guinée va sans doute écrire une nouvelle page de son histoire constitutionnelle. Ce sera le 21 septembre prochain. Cette étape qui marque un tournant décisif vers le retour à l'ordre constitutionnel est suivi de très près par les autorités de la transition depuis la remise du projet de constitution au président de la transition le 1er juillet dernier. Une campagne de vulgarisation a été lancée, mais pour le oui ou pour le non, encore faut-il savoir à quoi l'on s'engage. C'est tout l'enjeu de cette série de lectures comparatives qui propose un déchiffrage article par article du projet de nouvelle constitution par rapport à l'avant-projet que contient cette nouvelle version. Qu'est-ce qui a changé dans ce numéro? Nous mettons l'accent sur les articles 160 à 175. C'est une question qui mérite tout son pesant d'or. Pourquoi la pauvreté, j'y arrive, recule-t-elle si peu en Guinée malgré la progression économique? Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le revenu par habitant a augmenté d'1 point, mais la pauvreté n'a reculé que de 0,47 points, une performance bien en deçà de celle observée dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Bénin, ou une même croissance permet une réduction de plus de 0,6 points. De quoi souffre alors notre économie? Pour en parler, nous recevons ce matin Pepe Carlos Gbamou. Il est ingénieur financier. Au Gabon, la lutte pour le contrôle du Parti démocratique gabonais, PDG, s'intensifie. L'ancien parti unique qui a dirigé le pays pendant 56 ans est aujourd'hui secoué par une crise de leadership. Depuis son exil à Londres, Ali Bongo affirme toujours être le président du parti. Il a nommé Ali Akbar Onanga Ouyebougué au poste de secrétaire général avec pour mission de réorganiser le PDG en vue des prochaines échéances électorales. Mais en janvier dernier, un congrès tenu à Libreville avait désigné Blaise Luambé comme président du parti et Angélique Goma comme secrétaire général. Deux directions rivales pour un seul parti. Le PDG est-il au bord de l'implosion? On en parle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant vous le faites sur Kavi FM, merci de nous regarder à la télé. Si vous y êtes à l'instant, merci de nous suivre à Conakry et environ, à Bofa, à Bokeh. Merci de nous suivre à l'extérieur du pays si vous êtes à l'instant avec cette émission, le scanner autour de moi. Avec moi, les débatteurs de chaque matin. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lebar. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence toujours par cet exercice que nous avons démarré il y a quelques semaines, je le rappelais tantôt.
Le 21 septembre prochain, la Guinée pourrait bien écrire une page de son histoire institutionnelle. À cette date, les citoyens seront appelés à se prononcer par référendum sur le projet de nouvelle constitution. Remis au président, il faut le rappeler, de la transition le 1er juillet dernier. Pour voter, faut-il savoir ce que contient le test? Qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle version par rapport à l'avant-projet? Zoom sur les articles 160 à 175. Et je commence par vous, Yaya Diallo. Il faut le rappeler que pour nos téléspectateurs et nos auditeurs que nous sommes avec les institutions juridictionnelles, hier nous avions attaqué la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Et aujourd'hui, nous nous acheminons vers la Cour des comptes. Alors, hier, nous avions fait quand même l'effort d'énumérer les articles 160 et 161 pour que nous soyons au même niveau avec le projet de nouvelle constitution. Et je pense que nous allons automatiquement, toucher la Cour des comptes pour que nous soyons au même niveau que le projet de nouvelle constitution. Alors, nous sommes au niveau du 3e chapitre, la Cour des comptes, article 162. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle a posteriori des finances. On va aider la réalisation rapidement. Avec la réalisation, vous continuez avec l'article 160 du projet de nouvelle constitution. Sauf que dans l'avant-projet de nouvelle constitution, nous sommes à l'article 162. C'est pour vous aider à mieux comprendre. On y va hier. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi quand elle expliqué. Allez, on y va hier. L'article 162 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Article 160 du projet de nouvelle constitution. C'est ça? C'est cela. Bien. Article 162. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle a posteriori des finances publiques. Bien. Elle statue sur les comptes des comptables publics, notamment ceux de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques et parapubliques, de tout organisme ainsi que de toute association et institution bénéficiant des concours financiers de l'État. Elle statue sur les comptes de campagnes électorales et sur toute autre matière. Ici, c'est écrit au lieu, je pense que c'est une erreur qui lui est attribuée par la loi. Et il faut rappeler que nous sommes dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Bien. Alors, elle est chargée de contrôler les déclarations de biens reçus par la Cour constitutionnelle dans les conditions déterminées aux articles 60 et 61. Bien. Sauf que dans le projet de nouvelle constitution, l'article 160 stipule que la Cour spéciale de justice de la République est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison, de crime ou de délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est les articles qui doivent venir dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Je crois que dans l'article 164 ou 165 comme ça, qui arrivera dans l'avant-projet. 163. Donc, il est écrit qu'elle est également compétente pour juger le Premier ministre et les autres membres du gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Donc, permutation. Justement. Si on peut l'appeler. C'est le même article qu'on retrouve, disons, à l'article 163 de l'avant-projet. Justement. Elle est chargée de contrôler les déclarations de biens reçus par la Cour constitutionnelle dans les conditions déterminées aux articles 60 et 61. Elle appuie le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et l'évaluation des politiques publiques. Lorsque la Cour des comptes requiert du gouvernement des informations, des documents ou des explications se rapportant à l'exécution des lois de finances, celui-ci est tenu d'y répondre. Les corps de contrôle de l'ordre administratif déposent les rapports annuels à la Cour des comptes. La Cour des comptes publie l'ensemble des rapports définitifs issus de ces contrôles dans le journal officiel avant le 31 décembre de chaque année. Bien. Donc totalement différent, parce qu'on a parlé tout à l'heure de permutation. Je termine. Bien. Je termine. Hein. Ah, donc c'est pas terminé. Absolument, d'abord. Vous laissez alors. Allez-y. Chaque année, elle élabore un rapport général public qu'elle adresse au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce rapport est publié du journal officiel de la République. Une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement de la Cour des comptes, le régime disciplinaire et les incompatibilités auxquelles ses membres sont soumis. Voilà là où ça prend fin cet article 162
de l'avant-projet de nouvelle constitution, chose que vous avez vous-même constaté qu'il y a eu un véritable changement, pour ne pas dire qu'une permutation. Alors, on continue sur l'article 163 hein, de l'avant-projet de nouvelle constitution. Qui doit coïncider à l'article 161 Vaba, du projet. Alors, sous-titre 4, la Cour spéciale de justice de la République. Article 163. La Cour spéciale de justice de la République est compétente. On va aller doucement. Donc, si je comprends bien, l'article 163 égale à l'article 160 du projet. D'accord. Vaba, ramène-nous l'article 160. On va aider les téléspectateurs, auditeurs. Donc, maintenant, on est au même point. Au même point. Donc, maintenant, on peut évoluer ensemble. Justement. Allez-y. Jusque-là. La Cour spéciale de justice de la République est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison, des crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle est également compétente pour juger le Premier ministre et les autres membres du gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Oui, là je pense que rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé, oui. Alors on continue. On était juste dans un décalage. Juste un décalage. Oui, on continue alors avec, chez vous, dans l'avant-projet de nouvelle constitution, on est avec l'article 164. 164. Avec le projet de nouvelle constitution, on sera avec... l'article 162. 161. D'abord, 161. L'article 160 coïncide à l'article 163. Bien. On y va avec l'article 161 du projet. Ouais. Article 164. Le président de la République commet la haute trahison lorsqu'il viole premièrement son serment. Est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme. Est reconnu auteur d'apologie du terrorisme, de la haine, de l'ethnocentrisme ou du régionalisme. Est reconnu responsable d'actes attentatoires au maintien d'un environnement sain, durable et favorable au développement. Est reconnu responsable d'actes attentatoires aux principes et valeurs énumérés à l'article 199. Compromet les intérêts nationaux, notamment en matière de gestion des ressources naturelles ou des recherches nationales. Voilà, c'est la fin de cet article. Oui, je pense que ici également rien n'a changé. Rien n'a changé. Là, tu as parlé de l'article 199. Ici, 164. 164, là, on parle de l'article 199. Oui, parce qu'il y a un décalage. Ouais. Il y a eu un décalage des permutations au niveau des articles. Je pense que la seule différence, c'est ce que tu as rappelé. Au lieu de 164, ici, on parle de l'article 193. Oui. Bien, c'est peut-être la seule différence. Ouais, voilà. Et puis voilà, ici on a juste à ajouter l'infraction. L'infraction au niveau du premier alinéa. Le président de la République commet l'infraction de haute trahison. Voilà, au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution, on parle de la haute trahison tout court. Tout court. Bien. Tout court. Donc alors, la haute trahison est considérée comme une infraction. Juste parce qu'il y a une répétition. Hein, c'est justement une répétition. Une répétition, parce que quand on parle de haute trahison en termes de prison, déjà c'est une infraction. Une parmi tant d'autres. Aussi énumérées. Justement. Allez-y. Alors, on passe sur l'article 165. 165 de l'avant-projet de nouvelle constitution, 162 du projet de nouvelle constitution avec la réalisation pour aider mieux. Allez-y. Alors, en cas de haute trahison, la mise en accusation est initiée par un dixième, au moins des députés issus du groupe parlementaire différent. Elle ne peut intervenir qu'à la suite d'un vote du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 2 tiers des membres qui le composent au scrutin secret. Lorsque le président de la République est reconnu coupable de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. L'intérim du président de la République est alors assuré conformément aux articles 71 et 72 de la présente Constitution. On est dans l'avant-projet. S'il est acquitté, il reprend ses fonctions de président de la République. Et enfin, l'instruction et le jugement ont lieu, toute affaire cessante. Là également, je pense qu'il y a des changements, si on peut, beaucoup de changements, si on peut le rappeler. Oui. Avec l'article 162
du projet de nouvelle constitution, il est mentionné en cas de haute trahison, la mise en accusation est initiée par un dixième au moins des députés issus de groupes parlementaires différents. Elle ne peut intervenir qu'à la suite d'un vote du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité de 2 tiers des membres qui le composent au scrutin secret. Toutefois, lorsque 50% au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales nationales signent une pétition validée par la Cour constitutionnelle, un référendum est organisé dans les 60 jours pour décider de la révocation du président de la République. Voilà, c'est là où tout a changé. Là où tout a changé. On dit même que le référendum est déclaré valide si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte. Cette procédure ne peut être engagée qu'une seule fois au cours d'un même mandat présidentiel et ne peut intervenir qu'au terme des 5 premières années de celui-ci. Une telle pétition est initiée sur le fondement de l'infraction de haute trahison conformément aux dispositions de l'article 161 qu'on vient de lire du projet de nouvelle constitution. Là, on dit lorsque le président de la République... C'est là où recommence maintenant, disons, le contenu de l'article 165 ici. De l'article 165 de l'avant-projet. L'autre, là, c'est une innovation des experts. Donc, en tout cas, on va dire un peu plus de développement. Au lieu de, comment je peux dire ça, que le président est directement déchu, on parle de référendum. Un référendum est organisé et les 60 jours, ça aussi, et nonobstant avec quelques conditions. Quelques conditions, oui. Évoquées aux alinéas précédents. Très important cet article et pour les auditeurs et téléspectateurs et même pour les hommes de droit. Oui. Parce que là, on parle d'un dixième au moins des députés issus de groupes parlementaires différents et on parle de 50%. Au moins des électeurs inscrits sur la liste électorale ou les listes électorales. Ça veut dire tout simplement que pour que le président soit déchu, il faut quand même toute une procédure. Et ce qu'on voit là, ce n'est pas quand même quelque chose qu'on peut prendre comme étant une décision pour, disons, le démettre de ses fonctions. Il faut suivre cette procédure-là et pour le moment, il faut quand même dire que selon ce projet de nouvelle constitution, elle est longue, elle est très très longue cette procédure parce que là, c'est tout longue et complexe. Et évidemment, surtout c'est sa complexité. Je crois que c'est ce qui fait quand même, disons, voilà, ce qui donne un autre caractère. Bien. On poursuit cette série de lectures et Yaya Diallo, vous êtes à l'article 166 dans l'avant-projet et nous on se retrouve avec l'article 163 du projet de nouvelle constitution. Bien. Article 166. Le Premier ministre et les membres du gouvernement en cas de mise en accusation devant la Cour spéciale de justice de la République sont suspendus de leurs fonctions. Ils sont révoqués de leurs fonctions lorsqu'ils sont condamnés. En cas d'acquittement, ils reprennent immédiatement leurs fonctions. C'est le contenu de l'article 166 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il y a un autre développement. Attention, il y a 2 alinéas qui sont venus s'ajouter. Les alinéas qui viennent s'ajouter, on va reprendre en intégralité la lecture de l'article 163 maintenant du projet de nouvelle constitution qui coïncide à l'article 166 de l'avant-projet, c'est ça? Bien, le Premier ministre et les membres du gouvernement en cas de mise en accusation devant la Cour spéciale de justice de la République sont suspendus de leurs fonctions. En cas d'acquittement ou de non-lieu, ils reprennent immédiatement leurs fonctions et sont révoqués de leurs fonctions. Lorsqu'ils sont condamnés, une loi organique détermine la procédure de mise en accusation et de jugement du Premier ministre et des membres du gouvernement. Justement, il y a un interchangement. Évidemment. Ils sont révoqués. On a commencé par ça au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et vous constaterez qu'au niveau du projet de nouvelle constitution, on a dit en cas d'acquittement, ils reprennent immédiatement leurs fonctions. Et ils reprennent là-bas, ils sont révoqués de leurs fonctions lorsqu'ils sont condamnés et puis finalement l'autre alinéa aussi a suivi. On a vu cet autre alinéa avec la loi organique notamment qui va déterminer la procédure de mise en accusation et de jugement du Premier ministre et des membres du gouvernement. Justement. Alors on passe sur l'article 167 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il faut le rappeler. Je devrais me revenir, je crois. Alors, Mamé, il faut revoir un peu le planning. La Cour spéciale de justice de la République est composée de 9 membres désignés comme suit. Premièrement, un membre de la Cour suprême élu par ses pairs. Nous parlons de la composition de la Cour spéciale de la justice de la République. Une cour qui est chargée de juger le président de la République, les membres du gouvernement. C'est très important. Un membre de la Cour suprême élu par ses pairs.
Un membre de la Cour constitutionnelle élu par ses pairs. Un membre de la Cour des comptes élu aussi par ses pairs. 3 députés appartenant à des groupes parlementaires différents, élus par l'Assemblée nationale. 3 sénateurs élus par le Sénat. Les membres de la Cour spéciale de justice de la République sont désignés dès la 2e séance plénière du Parlement pour la durée de la législature. Le président de la République, le président de la Cour spéciale de justice de la République est un magistrat élu par les membres de la Cour. Les décisions de la Cour spéciale de justice de la République ne sont susceptibles que de recours en révision. Laisse-moi voir. Est-ce que c'est fini avec l'article, l'avant-projet? Justement. Maintenant, il y a un alinéa, peut-être que j'ai mal écouté, qui dit que la Cour suprême statue sur les contentieux de la désignation des membres de la Cour spéciale de justice de la République. Ça ne figure pas dans l'avant-projet. Ça ne figure pas. Donc, il faut le rappeler que c'est le seul alinéa qui ne figure pas dans l'avant-projet qui a été rajouté ou ajouté au projet de nouvelle constitution. Il est mentionné dans cet alinéa que la Cour suprême statue sur les contentieux de la désignation des membres de la Cour spéciale de justice de la République. Justement. Alors, on passe sur l'article 168. Je crois que ma mission s'arrêtera à ce niveau-là. 168 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Pour votre information, monsieur 165 du projet de nouvelle constitution. Ouais, il a compris. Très bien. Article 168. La Cour spéciale de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par les peines telles qu'elles sont prévues par les lois en vigueur au moment de la commission des faits. Ça s'arrête là. Bien. Est-ce que Vaba nous suit? Parce qu'on est avec l'article 165, si je ne me trompe, du projet de nouvelle constitution. C'est ça? Justement. La Cour spéciale de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par les peines telles qu'elles sont prévues par les lois en vigueur au moment de la commission des faits. Une loi organique fixe les règlements de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour spéciale de justice de la République. Je pense c'est le dernier alinéa qui a changé. Le dernier. Qui a tout changé. Une loi organique fixe les règles de fonctionnement de la procédure suivie devant la Cour spéciale de la justice. Donc, un alinéa qui ne se retrouve pas au niveau de l'avant-projet de nouvelle constitution qui a été rajouté au projet de nouvelle constitution. Justement, par les experts, oui. Ouais. Et je crois que c'est les mêmes petits changements que nous allons retrouver à partir de l'article 169 jusqu'à l'article, disons, 177 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Et nous allons faire cet exercice ensemble. Et avec le projet de nouvelle constitution, nous serons avec l'article 164. 164. Ou bien 166. 166. Hein? Attention. Ramenez-nous l'article 165. 165, on va voir. Que nous venons de lire. Parce que là, c'est compliqué parce qu'il y a carrément un décalage. Ok, 166. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Merci, c'est ce que nous venons de lire. Donc, on sera avec 166 du projet de nouvelle constitution et 169 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Bien. Et à l'article 169 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué qu'une loi organique fixe les règles de fonctionnement et de la procédure suivie devant la Cour spéciale de la justice de la République. Tout a changé. Alors là, un véritable changement pour ne pas dire que l'article n'existe pas. Absolument. Là, on parle des institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Alors, on va garder cet article à l'écran. On va te laisser évoluer, Mohamed, avec l'article 170. 170 du chapitre 4 du Conseil supérieur de la magistrature. Bien. Il est indiqué à cet article 170 que le Conseil supérieur de la magistrature est l'institution chargée de veiller au respect de l'indépendance de la magistrature, à la gestion de la carrière et de la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est obligatoirement saisi pour avis sur toute question concernant l'indépendance de la magistrature et la carrière des magistrats. Je crois que on va nous aider de l'autre côté pour faire une comparaison. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Les articles 166 ou l'article 166, on va aller, stipule pourtant que les institutions d'appui à la gouvernance démocratique œuvrent à la promotion de la démocratie. Donc là également, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il faudrait qu'on retrouve. On avait dit à Baba de garder l'article 166. On ne l'a pas lu. On l'a pas lu. Il faut le lire. Il faut garder.
C'est que je veux que Mohamed soit au même niveau que l'avant-projet. Parce que là, il est difficile d'évolution, on n'est pas au même niveau. Il y a un chevauchement des articles, il y a un changement, un chamboulement pour celui qui nous écoute et nous regarde. Et là, comprenez que nous sommes carrément avec le Conseil supérieur de la magistrature, chapitre 4. 4. Et chapitre 4. Alors que dans le projet de nouvelle constitution, est-ce qu'on a atteint l'article? Des articles nous séparent disons des institutions d'appui à la gouvernance. Des articles juste nous séparent. Il nous faut des articles, après on tombe sur l'article 166. Donc il faudrait qu'il évolue avec l'avant-projet. Voilà. Et également, nous allons continuer avec l'article 171 de l'avant-projet de nouvelle constitution où il est indiqué que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Je reprends. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Il est composé des 15 membres ci-après. Le premier président de la Cour suprême, le premier président de la Cour des comptes, le président de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, un juge constitutionnel désigné par le bureau de la Cour constitutionnelle, un ancien ministre de la Justice désigné par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour suprême, une personnalité ayant des compétences avérées sur le fonctionnement de la justice désigné par le président de la République, un premier président de la Cour d'appel désigné par ses pairs, un procureur général près la Cour d'appel désigné par ses pairs, un magistrat élu en assemblée générale des cours d'appel, un président de tribunal de première instance désigné par ses pairs, un procureur de la République désigné par ses pairs, un enseignant, chercheur titulaire au moins d'un doctorat en droit et ayant une expérience de 10 années minimum désigné par ses pairs, une personnalité ayant une expérience de moins 10 ans dans le domaine des droits de l'homme désignée par les organisations de la société civile. Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Bien, un article qui existe déjà dans les articles précédents du projet de nouvelle constitution. On poursuit avec Mohamed pour en tout cas arriver à ce stade où on parle de l'article 172. On est arrivé à ce niveau. Je crois qu'on est arrivé. Oui. L'article 172 coïncide donc à l'article 166 du projet. Du projet de nouvelle constitution. Allez, on y va maintenant avec l'article 166. Il faut dire que c'est le titre 3 des institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Bien. Là maintenant on est au même niveau. Article 172 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué que les institutions d'appui à la gouvernance démocratique œuvrent à la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit dans les conditions définies par la présente constitution et les lois. Elles accomplissent leur mission en toute indépendance, intégrité, impartialité et transparence. Elles peuvent attirer l'attention du président de la République, du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat sur toute réforme qui leur paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général dans leur domaine. On dit qu'elles adressent au président de la République, au Parlement et au gouvernement le programme et le rapport annuel de leurs activités. Là, je pense également, peut-être pas trop de changements, des jeux de mots, mais l'idée est là. L'esprit reste le même. L'article 166, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique œuvrent à la promotion de la démocratie, doucement, à la démocratie, de la bonne gouvernance et de droit dans les conditions définies par la présente constitution et les lois. Et elles accomplissent leur mission en toute indépendance, intégrité, impartialité et transparence. Elles peuvent attirer l'attention du président de la République, du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat sur toute réforme qui leur paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général dans leur domaine. Elles adressent au président de la République, au Parlement et au gouvernement le programme et le rapport annuel
de leurs activités. Pas grand changement. Pas grand changement. Pas grand changement. Article, nous allons continuer avec l'article 173. 167 maintenant du projet de nouvelle constitution. 173 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il est indiqué que les crédits nécessaires au fonctionnement de chaque institution d'appui à la gouvernance démocratique sont inscrits au budget national et exécutés comme dépenses prioritaires. L'article 167 n'a pas changé aussi. N'a pas changé également. On y va. Nous allons partir avec le sous-titre 1 de la Commission nationale pour le développement avec l'article 174. 168 de l'avant-projet et du projet maintenant. Du projet de nouvelle constitution. 168. 174 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Il est également indiqué que la Commission nationale pour le développement a pour mission de contribuer à la définition des stratégies nationales et régionales de développement. Elle concourt à la définition des meilleurs standards de contrôle et de suivi de la cohérence des politiques et programmes nationaux de développement en matière notamment de le premier point, gestion des ressources stratégiques du pays, de sécurité alimentaire, de supervision des réserves agricoles, minières, hydriques, pétrolières, énergétiques et environnementales, protection des intérêts nationaux contre l'acquisition de grandes étendues de terres agricoles par des entreprises étrangères. Participation citoyenne à la gouvernance conformément aux principes et valeurs de la présente Constitution et des lois. Promotion de l'équité régionale dans le développement. Promotion de l'équité régionale dans le développement. Je crois que jusque-là, on est ensemble. Non, là-bas, il y a un petit changement. On est ensemble, mais il y a un petit changement. Alors, on continue. Contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées, conformément aux lois et règlements. Promotion et protection de la culture nationale. Égalité de chances et parité femmes-hommes. Participation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus décisionnels, préservation et de restauration de l'écosystème national et de la biodiversité. Elle est saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le Premier ministre de toute réforme à caractère économique, social, culturel et environnemental. Elle élabore des rapports sur l'impact des politiques et programmes de développement sur le bien-être des populations et fait des recommandations au gouvernement et au Parlement. Petit changement, je pense que c'est sur 2 alinéas où on parle de la promotion de l'équité territoriale et de l'équilibre régional. Oui. C'est ce qui a été ajouté. Territorial et de l'équilibre régional. C'est ce qui a été ajouté au projet de nouvelle constitution. Bien. Et au projet, et c'est plus loin, c'est écrit le contrôle du transfert des ressources financières aux collectivités décentralisées conformément aux lois. Et le point qui suit, c'est la promotion et la protection de la culture nationale. Ouais. C'est ce qui ne figurait pas. Il y a beaucoup plus de détails dans l'avant-projet de nouvelle constitution que dans le projet de nouvelle constitution. Donc, c'est juste un jeu de mots, sinon l'esprit reste le même. Bien. Il y a eu un résumé, disons, de part et d'autre, et dans l'avant-projet de nouvelle constitution et dans le projet de nouvelle constitution. Nous allons continuer avec l'article 175 de l'avant-projet de nouvelle constitution. 169 du projet de nouvelle constitution. Du projet de nouvelle constitution. La Commission nationale pour le développement peut être saisie pour avis sur tout contrat sur les ressources minières, énergétiques, hydrauliques, environnementales avant sa signature, tout traité, toute convention ou tout accord international à caractère économique, social, culturel et environnemental avant sa signature. Elle est saisie de tout projet de loi, de plan ou de programme, tout projet de création de nouvelles collectivités décentralisées ou de nouvelles circonscriptions territoriales, toute réforme concernant la loi organique relative aux lois de finances, toute réforme concernant la loi organique relative aux lois de finances. Je crois que jusqu'à présent on est à ce niveau, on est ensemble. On dit tout projet ou toute proposition de loi à caractère économique, social, culturel ou environnemental à l'exception des projets de loi de finances.
dans tous les cas évoqués aux articles 174 et 175. La Commission nationale pour le développement peut désigner des membres pour présenter devant les commissions du Parlement et des réunions ministérielles ses observations, avis et recommandations. Bien, l'article, c'est le même article. Hein? C'est le même article. Sauf que le fait qu'il y a eu un décalage, ici on parle des articles 168 et 169. Hein? Mais puisqu'il y a un décalage qui a été constaté, nous comprenons ce décalage. Parce que chez toi, tu as l'article 175. Oui, 175 de l'avant-projet. Là, on parle effectivement. 175 qui coïncide à l'article 169. Justement. Donc si on parle des dispositions des articles 174 et 175, on peut comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est pas ce qui est écrit là-bas. C'est ce qui est écrit, je crois que l'avant-projet, c'est l'article 174 et 175. Et également dans le projet, c'est 168 et 169. Et ces deux articles coïncident parce qu'on a dit déjà que l'avant-projet est à 114 avec l'article 168 du projet et 169 c'est l'article 175 de l'avant-projet. Donc c'est compris, rien n'a changé et dans la lettre et dans l'esprit. Juste le décalage qui a dû jouer un peu sur les tests. Sur le texte, oui. On y va maintenant avec l'article. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose, oui, évidemment. On va aller maintenant à l'article 176 hein, dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Hein. Et l'article 170 du projet de nouvelle constitution pour la réalisation. À l'article 176 de l'avant-projet de nouvelle constitution, il est indiqué que la Commission nationale pour le développement est composée de hauts cadres du pays reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines économiques, juridiques, social, culturels, techniques et scientifiques. Les membres de la Commission nationale pour le développement sont choisis parmi les cadres les plus méritants des secteurs publics et privés, de la société civile et du monde académique. Une loi organique fixe les autres attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale pour le développement. Je pense que là également, pas de changement. Pas de changement. On reconduit seulement. Même jeu de mots. Ce décalage qui fatigue un tout petit peu, mais les auditeurs et les téléspectateurs vont comprendre que nous sommes dans une lecture minutieuse. Donc nous vous aidons à mieux comprendre les différences. En tout cas, les petits changements effectués dans les deux tests. Hein. On passe maintenant à l'article 177 de l'avant-projet. 177 de l'avant-projet qui 171 sous-titre 2 de la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. Ça fait l'article 171 du projet de nouvelle constitution. L'article 177 de l'avant-projet de nouvelle constitution. La Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme a pour mission notamment de on va les lister: promouvoir l'éducation à la citoyenneté et au civisme, veiller au respect à la protection et à la promotion des droits humains, concourir à la vulgarisation de la Constitution, des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains et des lois. Hein. Justement. Je crois jusque-là, on est ensemble. Susciter au sein de la nation la prise de conscience des principes et des valeurs de la présente Constitution en tant que loi fondamentale du peuple. Éduquer et encourager les citoyens à défendre la présente Constitution contre toutes les formes d'abus et de violations. Bien. Là également, rien n'a changé. Le petit décalage de numérotation, mais sinon l'esprit et la lettre restent. Un article très très important. Hein. Très important. Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. Qui a remplacé l'INIDH. Nous connaissions quand même toute la place effectivement qui devrait occuper l'INIDH, mais malheureusement c'était une institution amorphe. Et là, il va quand même sans dire se poser des questions par rapport à ce qui va être, disons, l'indépendance de cette commission nationale. Et c'est très important, hein, c'est très important parce qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous avons vu l'INIDH ici à l'œuvre, et je crois que jusque-là, c'est ce qui manque dans notre pays, une institution surtout chargée de ces différentes questions aussi cruciales. Faire la promotion des droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme dans notre pays, défendre. avec toute une indépendance, parce que c'est ça aussi le problème, parce que si on se retrouve automatiquement sous le poids de l'exécutif, du pouvoir, surtout judiciaire également, ça
ça va être un autre fardeau. Ce sera juste une photocopie quand même de certaines institutions que nous avons connues dans notre pays, dont les noms quand même font poids, mais le contenu reste vide parce que tout simplement l'application de ce qui se trouve sur papier n'est pas, c'est-à-dire une réalité sur le terrain. Et là, je crois que le respect de cet article 171 du projet de nouvelle constitution, ça pourrait aider si l'acte est lié à la parole, et surtout que si l'exécutif et le pouvoir, disons, judiciaire laissent cet article en application. Je pense que jusque-là ici, ce sont des textes constitutionnels. Ouais. Et nous venons de rappeler ici les attributions qui sont aussi constitutionnelles de la Commission nationale d'éducation civique et des droits humains. Je pense que comme tel, chacun est libre, puisque ce sont des humains qui devront désormais animer ces institutions-là. Chacun est libre de s'approprier de ces prérogatives qui sont constitutionnelles au même titre que les autres institutions, c'est-à-dire la présidence, l'Assemblée nationale, et puis voilà, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que ce sont les hommes et les femmes qui ont failli dans notre pays ici. Et finalement, on vient, on s'en accommode, on cherche à savoir ce que le chef ne veut pas entendre. Ouais. On ne le fait pas. Et puis voilà, en bypassant tout ce qui est texte constitutionnel, c'est le problème de notre pays ici. On va beau vouloir accuser les gens, et nous savons très bien que tout homme, une fois au pouvoir, est porté en abusé. Donc personne ne fera l'exception. Ce sont les institutions. C'est pourquoi on a mis toutes les institutions en place pour pouvoir veiller au grain, au respect de nos lois. Et je crois que chaque institution, dans la Constitution, en tout cas dans ces projets de Constitution, a des prérogatives pouvant lui permettre de bien fonctionner et à la limite interpeller les autres institutions. Je pense que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, si les uns et les autres refusent de s'approprier ce qui les revient des droits, on parle de la Constitution, on ne va pas accuser le chef de l'État. Bien, c'est pourquoi on va attendre le débat. Je sais que c'est tellement ouvert qu'on va attendre le débat. Ouais, on va ouvrir ce débat avec vraiment les constitutionnalistes. C'est important parce que moi, il y a assez de questions que je me réserve et j'attends d'avoir ici, pourquoi pas, ceux qui ont participé notamment à cette relecture. C'est très important pour la nation. Parce que nous, on est en train d'en parler parce que c'est très important aujourd'hui quand même de pointer du doigt les différentes failles, notamment dans notre histoire ici. Et parce que ça s'est passé devant nous, ça se passe devant nous et ça se passera encore devant nous. Et si Dieu le veut bien. Si Dieu le veut bien, il faut aujourd'hui mettre quand même les hommes et les femmes devant l'histoire, devant les faits. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous avons un texte. Et si vous regardez notamment ces différents articles que compose quand même ce projet de nouvelle constitution, le rôle de chacun quand même lui est dévolu. On parle du président de la République. Quitte aux personnes maintenant de respecter mon maître. On va continuer avec la lecture, sinon on ne pourra pas finir. C'est fini. C'est ici, on s'arrête. C'est pourquoi on a ouvert ce commentaire pour faire comprendre aux uns et aux autres réellement l'importance de l'application de cette loi fondamentale. C'est très important. Bien. Il ne faut pas regarder le visage des uns et des autres. Il faut appliquer la loi. Il faut, disons, se consacrer exclusivement aux dispositions, notamment de cette présente constitution, qui sera quand même rattachée c'est-à-dire à la loi organique et également à d'autres lois de notre, disons, République. On a parlé, la dernière fois, on parlait du code de procédure pénale, du code pénal et d'autres lois, notamment. Et il faut notamment attendre les lois organiques. Les lois organiques, c'est très important. Et déjà, nous avons vu à chaque article ici dans le projet de nouvelle constitution et même dans l'avant-projet de nouvelle constitution, on dit une loi organique va fixer les règles de procédure, c'est comme ça, comment ça va se passer. Il faut se conformer, il faut se soumettre à la rigueur de la loi, mais ça dépendra aussi de qui applique cette loi et je crois qu'il faut le faire avec la manière et la forme. Et la forme, très très important. Nous allons poursuivre cette série. Pourquoi pas demain dans cette émission, le scanner, vous l'avez déjà compris, on s'est arrêté à l'article 171 qui coïncide à l'article 179 de l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc à partir de demain, nous continuerons avec de l'article 180 du projet de l'avant-projet jusqu'à en tout cas une limite que nous allons encore fixer ensemble avec toute l'équipe. On poursuit cette émission avec cet autre sujet, j'allais dire. La Guinée enregistre une croissance économique soutenue, mais la pauvreté reste élevée. Un drôle de constat, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Le revenu par habitant a progressé d'un point, mais la pauvreté n'a reculé que de 0,47%.
En comparaison, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo, cette même croissance permet une réduction de plus de 0,6 points. Alors pourquoi l'impact reste-t-il aussi faible chez nous? Notre économie serait-il structurellement inégalitaire? Mohamed Gleba, on va tout à l'heure poser la question à notre invité. Mais avant, on a suivi quand même ce rapport de la Banque mondiale qui attriste bon nombre de Guinéens. C'est une évidence aujourd'hui. Il y a quand même enfin, je ne dis pas une nette amélioration, mais il y a une amélioration, notamment quand on parle des exploits économiques dans notre pays. Sauf que, vous venez de le rappeler, cela ne se répercute quand même pas sur, disons, la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Au-delà de ce qu'on peut voir comme étant des statistiques, des flèches montantes, de l'autre côté, nous voyons quand même au bas même, disons, du tableau, la pauvreté qui continue quand même à s'accentuer sur notamment sur les populations. Et moi, j'ai juste fait de petites recherches, notamment sur les statistiques concernant l'année 2023. La Guinée présente une croissance économique notable de 5,7%. Ça, c'est en 2023, qui tiré principalement quand même, disons, du secteur minier, mais il faut dire aujourd'hui une progression quand même qui reste traduite par, disons, une réduction significative de la pauvreté, notamment qui touche encore 43% de la population. Un paradoxe qui s'explique notamment par plusieurs facteurs, des facteurs notamment structurels mis également en évidence dans les sources, disons, il y a une concentration, parce que je parle du secteur minier, vous allez le voir que la grande partie de notre croissance est tirée du secteur minier. Aujourd'hui, que vous voyez, ça n'emploie pas tout le monde, et ce secteur minier ne permet pas à tous les Guinéens quand même de sortir, disons, de cette pauvreté accrue, il faut quand même le dire. Je ne vais pas parler d'une pauvreté aiguë, mais la pauvreté que nous connaissons aujourd'hui est une réalité dans notre pays. De l'autre côté, il y a cette concentration minière et surtout l'absence aussi de diversification économique. Le secteur minier, notamment quand on parle du secteur minier, souvent il faut citer en premier lieu quand même la bauxite, notamment aussi l'or, le diamant. Il faut aujourd'hui aller dans les préfectures, notamment à Sigiri, vous partez vers Sangaredi, Bouquet et autres, vous allez voir que c'est ce qui se passe de ce côté-là. Presque tout le monde y est concentré. Et si vous regardez le PIB par habitant, vous allez encore prendre la tête. Parce que ce secteur minier, notamment le PIB et sa croissance, on parle d'une élévation quand même, disons, de plus 9,4%. Ça, c'est les statistiques de 2023. On me signale déjà que l'invité est au bout du fil. Monsieur Pepe Carlos Gbamou, il faut le rappeler, il est ingénieur financier. Avec lui, nous allons en tout cas essayer d'avoir des réponses sur ces différentes questions. Pourquoi l'impact reste-t-il si faible chez nous? Notre économie serait-elle structurellement inégalitaire? Monsieur Gbamou, bonjour, bienvenue dans le scanner. Bonjour Abdallah et bonjour à tous ceux qui sont au studio avec toi. Bonjour également à vos milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation, Monsieur Gbamou. Vous avez récemment fait une contribution, une réflexion sur cette problématique. Pourquoi la progression économique ne diminue-t-elle pas la pauvreté en République de Guinée comparativement à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo? Pourquoi cette analyse? Aujourd'hui, quels sont les chiffres concrets qui prouvent cela? Puisque le dernier rapport de la Banque centrale le dit explicitement, mais vous pointez du doigt certaines causes. Merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais quand même souligner le fait qu'il y a du niveau dans votre studio, parce que j'ai écouté tout à l'heure les différents résumés, et je me suis rendu compte que vous avez fait beaucoup de recherches sur la situation économique de la Guinée. Merci. Donc, pour revenir un peu au rapport qui a été dernièrement publié par la Banque mondiale, il faut se dire que la Banque mondiale, son rôle principal, c'est la réduction de la pauvreté. Et donc, pour ça, chaque année, la Banque mondiale fait des rapports sur le suivi de la situation économique de chaque pays. Et pour cette année, le rapport en Guinée a été publié en juillet passé, au début du mois de juillet.
Donc, il y a 3 principaux messages dans ce rapport. Si vous voulez, je vais effleurer un peu les 3 principaux messages du rapport avant que nous continuions avec le débat. Le premier message, comme vous l'avez si bien dit, c'est que la croissance en Guinée augmente, mais la pauvreté ne réduit pas. Ça, c'est un principal message. Et il faut quand même aller questionner les chiffres pour voir quel est le problème avec la croissance de la Guinée. Si vous prenez par exemple en 2024, la croissance de la Guinée s'est établie autour de 5%. Mais quand vous prenez la croissance globale, c'est un niveau macro. Quand vous avez un taux de croissance, il faut revenir regarder la croissance par habitant. Et souvent, les économistes prennent juste la croissance du PIB, ils comparent avec la croissance de la population pour avoir la croissance du revenu par habitant. Et quand vous faites ce calcul pour la Guinée, la croissance du revenu par habitant en 2024 tournait autour de 3%. Sauf que les 3% de croissance supplémentaire par habitant n'ont pas suffi pour réduire véritablement la pauvreté. Et vous l'avez si bien dit, Abdallah, quand on regarde ce calcul des équipes de la Banque mondiale, quand la croissance du revenu par habitant est de 1%, la pauvreté ne diminue que de 0,47 points de pourcentage. C'est moins efficace par rapport aux autres pays que vous avez cités, tels que le Bénin, tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Togo, qui font une croissance qui réduit la pauvreté de 0,6%, un peu plus de 0,6% au même niveau de croissance par habitant. La vraie question, c'est pourquoi? Vous savez, la croissance, quand c'est tiré par tous les secteurs de l'économie, c'est là que ça réduit véritablement la pauvreté. Mais quand la croissance d'un pays est tirée par un seul secteur, comme le cas de la Guinée, où la croissance est principalement tirée par l'exploitation minière, or, l'exploitation minière ne crée pas des emplois. L'exploitation minière... Mohamed l'a rappelé tout à l'heure. Plus concentré, voilà. Donc, ça ne réduit pas véritablement la pauvreté. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est l'inflation. Vous savez, l'inflation, c'est un indicateur économique qu'on suit beaucoup parce que l'inflation, ça réduit le pouvoir d'achat des populations. Regardez, la croissance de la population, la croissance du revenu par habitant s'est établie à un peu plus de 3%. Mais le taux d'inflation aussi s'est établi à un peu plus de 3%. Et l'inflation est principalement alimentaire. Pourquoi l'inflation est alimentaire? Parce que généralement, l'inflation est beaucoup plus élevée à Conakry et l'inflation est moins élevée à Kindia. Ça s'explique par le fait que entre les grandes villes et les zones qui produisent les denrées alimentaires, il n'y a pas souvent de route. Et cela associé avec l'inflation au niveau du carburant, dû principalement à l'explosion du principal dépôt de carburant en décembre 2023, a fait que l'inflation, malgré que ça a diminué un peu en 2024, mais ça n'a pas diminué véritablement et ça continue à éroder le pouvoir d'achat de nos populations. Ça, c'est le deuxième message par rapport à l'inflation. Le dernier message, le troisième message, c'est un peu le déficit budgétaire. On a connu un déficit budgétaire qui tourne autour de 4%, qui tournait autour de 4% en 2024. Le déficit s'explique par le fait que l'État a plus dépensé qu'elle n'a reçu en termes de recettes fiscales. Ça, c'est problématique aussi. Le tout dernier message de ce rapport, si vous voulez, c'est la croissance du crédit domestique. C'est très important à ce niveau. Écoutez bien, en 2024, les banques commerciales en Guinée ont augmenté leur crédit en Guinée. Donc, le crédit domestique a augmenté de plus de 40%. Sauf que dans cette augmentation de 40%, ça a profité plus au pouvoir public qu'au secteur privé. Alors que le rôle des banques commerciales, c'est de financer l'économie, la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et aussi des prêts à l'État. Mais les banques ont augmenté les crédits, sauf que l'État a pris plus de crédits et ça n'a pas laissé de marge de manœuvre aux banques commerciales pour financer le secteur privé. Vous faites allusion aux dettes intérieures, c'est de là qu'il s'agit? Aux dettes intérieures, aux dettes domestiques. Les banques commerciales ont augmenté le niveau de dette à l'intérieur, sauf que ça a plus profité à l'administration publique qu'au secteur privé. Et ça, c'est un message central.
Bien, Monsieur Gbamou, avant, on va poursuivre cette émission, en tout cas ce dialogue, où on va poursuivre ce débat à tout à l'heure. En attendant, nous allons aller avec la pub avec nos obligations commerciales. Derrière, on se retrouve pour poursuivre ce débat et essayer en tout cas de trouver des réponses à cette question. Pourquoi la progression économique ne diminue-t-elle pas la pauvreté en République de Guinée? C'est tout à l'heure. Ne zappez surtout pas. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Merci donc à tous nos partenaires. C'était la pub. Vous l'avez déjà compris. Vous êtes dans votre émission Le Scanner System. Maintenant, vous nous rejoignez. Vous êtes sur le seul et unique média de développement en République de Guinée, Kavi Média, que vous suivez. Si vous êtes à la radio sur la 89.5 à la télé, vous nous regardez sur les bouquets Canal Plus et Star Times. Bouquet Canal Plus sur le numéro 410 et sur le bouquet Star Times sur le 113 et sur nos réseaux. Vous tapez Kavi TV et vous êtes au cœur de nos programmes ou Kavi Média pour télécharger notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. On parlait de ce sujet, la Guinée enregistre une croissance économique soutenue, mais la pauvreté reste élevée. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, le revenu par habitant a progressé d'un point, mais la pauvreté n'a reculé que de 0,47 points. En comparaison, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo, cette même croissance permet une réduction de plus de 0,6 points. Alors pourquoi l'impact reste-t-il si faible chez nous? On en parlait et vous l'avez suivi tout à l'heure avec notre invité, monsieur Pépé Carlos Gbamou. Il est ingénieur financier. Avec lui, nous allons encore poursuivre ce débat. Monsieur Gbamou, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, vous rappelez tantôt les différents points et vous avez évoqué d'abord vous avez évoqué l'inflation et la dette intérieure en République de Guinée. C'est cela. Donc, il y a 4 principaux messages dans ce rapport de la Banque mondiale, comme nous l'avons dit. C'est que la croissance augmente, mais la pauvreté ne diminue pas.
l'inflation a baissé sensiblement, mais pas vraiment beaucoup. Le déficit de l'État s'est établi à 4%, à moins 4%, alors que le niveau acceptable, c'est 2%. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui disent que malgré que notre économie est résiliente, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire en matière de réforme. Au-delà de cette dette ou de cette dette intérieure, pour ainsi dire, quelles sont les véritables causes aussi de ces déficits budgétaires? Les véritables causes de ce déficit, c'est que l'État a beaucoup plus dépensé en capital. Comme vous l'avez vu, hein, la construction des infrastructures et tout, on fait que malgré que le niveau des recettes a sensiblement augmenté, parce qu'on était autour de 13% de recettes fiscales par rapport au PIB, malgré que ça a augmenté, les dépenses d'investissement du gouvernement ont plus augmenté que les recettes fiscales, ce qui nous a mis dans une situation de déficit budgétaire. Maintenant, que faut-il pour que cette progression économique puisse impacter la pauvreté, puisse diminuer ou faire diminuer la pauvreté en République de Guinée, M. Gbamou? La deuxième partie du rapport de la Banque mondiale a donné des recommandations concrètes. Notamment, le rapport s'est basé beaucoup plus sur la collecte et l'utilisation des recettes fiscales. Vous savez, le niveau des recettes fiscales par rapport à notre PIB en 2024 était de 13%. 13%, c'est faible. Pourquoi? Parce que, dans le monde ou en Afrique, le niveau nécessaire de recettes fiscales par rapport au PIB pour soutenir une croissance durable, c'est 15%. C'est-à-dire qu'il faut que tous les pays africains parviennent à avoir des recettes fiscales équivalentes à 15% de leur PIB pour que ça puisse soutenir durablement leur croissance. Nous sommes à 13%. Après, on parle de Simandou. On dit qu'avec la mise en œuvre du projet Simandou, ça va changer la donne. Mais les équipes de la Banque mondiale ont aussi fait des calculs par rapport à ça. Il y a eu deux scénarios. Le premier scénario, ils se sont dit, OK, prenons le cas où Simandou est mis en œuvre, mais que l'administration fiscale ou le gouvernement ne fasse pas une réforme profonde pour améliorer la collecte des recettes fiscales. Le deuxième scénario, c'est que Simandou est mis en œuvre et que l'administration fiscale fasse des réformes pour améliorer la collecte et la gestion des recettes fiscales. Dans les deux scénarios, dans le premier scénario, même si le projet Simandou est mis en œuvre, mais s'il n'y a pas de réforme profonde de l'administration fiscale ou des méthodes, les recettes fiscales ne vont que se situer à 15% du PIB. 15% du PIB, c'est peu par rapport à l'objectif de 20% du PIB de la CEDEAO. Donc, ça veut dire que même si aujourd'hui, on met en œuvre le projet Simandou, mais s'il n'y a pas de réforme au niveau de l'administration fiscale, s'il n'y a pas de réforme au niveau de la méthode, au niveau des outils de collecte des recettes fiscales, nos recettes fiscales ne vont pas augmenter et donc ça ne va pas véritablement soutenir la réduction de la pauvreté. Ça, c'est un message principal. Bien. Alors, la première question qu'il faut se poser à ce niveau-là, comment se porte cette politique fiscale guinéenne au niveau de 2000? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'on peut comprendre par là que si le schéma, c'est-à-dire que le même schéma que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne, la fiscalité minière continue comme ça veut dire que le projet Simandou n'impactera pas la population comme on l'entend dire? Oui, en fait, c'est ce que vous avez dit. Même si on met en œuvre le projet Simandou, mais s'il n'y a pas de réforme, ce projet n'impactera pas la fiscalité de notre pays. Et même si on met les réformes, la croissance des revenus au niveau des recettes fiscales sera encore peu par rapport à l'objectif de la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réformer profondément l'administration fiscale, ça c'est un premier point. Et il faut arrêter avec les exonérations. On a beaucoup d'exonérations, notamment dans le secteur minier, qui porte principalement notre économie. Comment vous pouvez comprendre que le secteur minier, qui représente la grande partie de notre PIB, ben les recettes au niveau du secteur minier ne font même pas 5% du PIB. Ça, c'est problématique par contre. Bien, alors, M. Gbamou, qu'en est-il quand même de la faiblesse, notamment de nos infrastructures et surtout aussi de la dépendance à l'informel?
Oui, la faiblesse des infrastructures, c'est là que le projet Simandou peut entrer en œuvre. Vous savez, on a commencé, et vous et moi, on a commencé par dire que notre économie est concentrée sur les mines. Mais comment? La grande question, c'est comment faire pour que les revenus tirés du secteur minier puissent profiter à l'économie dans son ensemble. Vous prenez les revenus, vous ne pouvez pas distribuer à tout le monde. Mais si vous utilisez ces revenus pour construire des infrastructures, que ce soit des routes, améliorer l'accès à l'électricité, investir dans l'éducation, dans la santé, en tout cas, faire des dépenses beaucoup plus stratégiques pour soutenir la croissance, vous allez voir que les mines, en ce moment-là, vont commencer véritablement à profiter à toute l'économie. Parce que l'inflation aujourd'hui, pourquoi on dit que l'inflation est alimentaire? Je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de route entre les zones qui produisent et les zones qui consomment. Ce qui fait que quand un commerçant ou un agriculteur calcule un peu sa comptabilité analytique, les coûts liés à la logistique et tout, le prix des denrées alimentaires ne fait qu'augmenter. Mais si avec le projet Simandou, si avec les recettes qu'on tire des mines, on s'attaque à ces problématiques pour faire des infrastructures routières, pour investir dans la santé, dans l'éducation, vous allez voir qu'à long terme, ça va véritablement profiter parce que le capital humain va s'améliorer et aussi les infrastructures routières vont beaucoup plus baisser le coût de l'alimentation en Guinée. Donc réinvestir ce qui est obtenu dans les mines dans d'autres secteurs, c'est ce que vous voulez dire? Ça, c'est le mot d'ordre. Ça, c'est le mot d'ordre principalement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire de l'agriculture un levier? Puisque dans de l'agriculture, un levier, vous parlez de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se penche pas forcément sur les mines. Oui, non, mais c'est la solution, parce que les mines vont s'épuiser. Ça, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, c'est l'agriculture qui crée beaucoup plus d'emplois en Guinée. Et ce qui est paradoxal, c'est que la majorité de ceux qui font l'agriculture en Guinée sont pauvres. C'est pourquoi il faut véritablement s'attaquer à cela. Comment on peut comprendre qu'un secteur crée plus d'emplois, mais le taux de pauvreté dans ce secteur est beaucoup plus élevé que les autres secteurs? Parce que simplement, notre agriculture est encore une agriculture de subsistance. C'est-à-dire l'agriculteur ne peut même pas envoyer son enfant à l'école du fait de ses revenus agricoles. Donc, il faut industrialiser l'agriculture. Il faut trouver des politiques publiques qui vont aider beaucoup plus à faire de l'agriculture le secteur stratégique à long terme. Moins dépendant de mines et plus dépendant de l'agriculture, moderniser l'agriculture, l'industrialiser et faire de ça le véritable levier de notre développement. Bien. Si vous avez aujourd'hui un conseil à donner aux autorités en place ou au ministère de tutelle, qu'allez-vous dire? Le conseil qu'on peut donner, c'est des alertes qu'on fait parce que tous, autant que nous sommes tous préoccupés par le développement de notre pays. Parce que si la Guinée est développée, peut-être que nous ne serons plus là, mais ça va profiter beaucoup plus à nos enfants et ça va profiter beaucoup plus à nos familles. Le conseil qu'on peut donner aujourd'hui à l'administration guinéenne, c'est déjà de s'attaquer à cette problématique. On n'arrive pas à collecter véritablement des recettes fiscales en Guinée. Le niveau de recettes fiscales par rapport au PIB reste encore beaucoup plus faible pour soutenir une croissance durable parce que 13%, c'est faible. Et même avec Simandou, on sera à 15%. Il faut renforcer la capacité de ceux qui sont au niveau de l'administration fiscale. Ça, c'est indispensable parce qu'il y a un problème de capacité et ça, c'est souligné dans le rapport de la Banque mondiale. 2, il faut arrêter avec les exonérations excessives parce que dans certains secteurs de notre économie, les exonérations sont excessives telles que dans les mines. Il faut arrêter les exonérations excessives. Il faut encourager la politique du gouvernement qui vise à aller beaucoup plus vers l'implantation des usines de transformation de nos mines chez nous en Guinée. Parce que quand vous prenez les 100 et quelques millions de tonnes qui ont été... En tout cas, pas pour vous couper, ça a été quand même une demande même du président Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon. Quand il a rencontré, vous vous rappelez sans doute, Donald Trump, il a demandé à ce que la transformation se fasse sur place et qu'il y ait quand même ce transfert de compétences.
Oui, en fait, les mines peuvent créer de l'emploi, mais c'est seulement quand c'est transformé sur place. Bien. Mais quand ça n'est pas transformé sur place, les mines créent beaucoup plus de l'emploi. Ce sont nos emplois qui s'exportent avec nos minerais, parce que les pays tels que la Chine, les pays tels que les Émirats arabes unis qui exportent nos mines, ils vont transformer ces mines sur place et ça va créer des milliers d'emplois pour leurs jeunes. Alors qu'ici, dans l'éducation, on a besoin que des machines et des emplois spécialisés. Ça, c'est un point qu'il faut encourager au niveau de nos autorités actuelles de poursuivre dans cette dynamique, de dire à ces sociétés minières, il faut déjà commencer à réfléchir à comment implanter les industries en Guinée. Bien. Et l'agriculture doit être profondément restructurée. Vous savez, les agriculteurs guinéens augmentent chaque année un peu plus leur production, mais la productivité n'augmente pas. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'un agriculteur en Guinée, ça c'est la Banque africaine de développement qui le souligne, a augmenté sa production, c'est pas parce que l'agriculteur est resté sur les mêmes surfaces, c'est parce que l'agriculteur a simplement augmenté le nombre, la surface produite, la surface cultivable pour augmenter sa production. Alors qu'on peut rester sur les mêmes surfaces, augmenter sa production en adoptant des techniques beaucoup plus modernes pour augmenter la production. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de conflits au niveau des domaines, on parle beaucoup plus de conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais si les agriculteurs doivent augmenter leur récolte en augmentant l'espace, à un moment donné, il n'y aura plus d'espace. Ça va créer d'autres types de conflits qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Bien, ce qui est bien compris, Monsieur Pepe Carlos Gbamou, ingénieur financier. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être intervenu dans cette émission, Le Scanner. Merci à vous. Merci pour toutes ces précisions. On prend la direction donc du Gabon où la crise de leadership au sein du Parti démocratique gabonais PDG prend une nouvelle tournure. Depuis Londres, Ali Bongo affirme toujours diriger le parti et a nommé Ali Akbar Onanga comme secrétaire général avec mission de restructuration. Mais en janvier, il faut le rappeler, janvier dernier, un congrès à Libreville a eu une toute autre direction. Blaise Louambé comme président et Angélique Ngoma au secrétariat général. Deux camps, deux visions pour un seul parti. On se pose la question, le PDG peut-il survivre à cette guerre de leadership? On fait le point avec vous, Yaya Diallo. Oui, une guerre de leadership sciemment orchestrée, tutée et dont le pouvoir central actuel du Gabon est en train de tirer les ficelles tout simplement. Vous vous rappelez de cet épisode de 2024 à l'approche de ces élections où on nous avait appris par là que c'est le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui était le premier parti à soutenir la candidature de Olingi Nguema. Et ça a étonné tout le monde de comment se fait-il que le putsch qui a été opéré par Olingi Nguema avec son équipe et qui a renversé le président Ali Bongo, qui était le président aussi du PDG, qui l'a porté au pouvoir, qui a porté son papa. On parle de plus de 55 ans d'existence. Qui a porté la famille au pouvoir. Justement, la dynastie Bongo au pouvoir. Et bien, finalement, c'est le même PDG qui dit, bon, nous soutenons la candidature de celui qui nous a renversé. C'est quand même c'était paradoxal pour peut-être quelques novices en politique, la politique France-Afrique, puisque c'est de là qu'il choisit. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, vous savez très bien que Ali Bongo et sa famille sont dans une, dans une saga judiciaire où ils ont porté déjà des plaintes un peu partout contre le régime gabonais pour séquestration, violation et tout ce qui s'ensuit. Or, au niveau du Congo, ils sont poursuivis pour détournement du denier public, voilà, donc corruption, blanchiment des capitaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a cette procédure judiciaire qui est en cours. Alors, de l'autre côté, il y a cette lutte politique, puisque c'est là qu'il s'agit aujourd'hui, et vous verrez très bien que c'est un peu à l'image de l'ancien parti au pouvoir en Guinée ici. Nous avons certains qui nous disent que le RPG arc-en-ciel n'existe plus. On peut comprendre, enfin, le RPG n'existe plus, c'était les propos de Makanera. Juridiquement, on peut comprendre. C'est le RPG arc-en-ciel qui existe. Et nous avons de l'autre côté certains qui disent que le RPG soutient le général Mamadi Doumbouya. Et nous avons la direction centrale qui dit que les discours n'engagent que ceux qui tiennent ces discours-là. Alors, c'est à peu près la même chose. Mais sauf qu'au Gabon, les faits sont là. Les principaux acteurs, au-delà de la famille Bongo et quelques proches,
les principaux acteurs du PDG sont tous dans le giron présidentiel et ils ont soutenu la candidature et bien finalement, il a été élu. Et nous connaissons le niveau d'implantation du PDG. Le PDG, c'est, comme son nom l'indique très bien, au début c'était le parti unique et bien finalement on a essayé de faire une coloration démocratique, mais c'est à peu près la même chose. Alors finalement, les mêmes, à travers leurs structures, se sont alignés. Ils ont soutenu la candidature de Oligui Nguema. Il a été élu avec le pourcentage que nous connaissons tous. Alors, finalement, je crois que c'était hier, il y a eu une dizaine de cadres du bureau d'Ali Bongo. d'Ali Bongo, justement. La direction créée par Ali Bongo, l'ex-président. Il faut le rappeler que c'est l'ancienne direction. Oui. Enfin, il a besoin d'être mis à jour aussi, Ali Bongo, puisque depuis un bon bout de temps, il n'était pas au courant de ce qui se passe. Donc pour lui, peut-être... C'est qui est très grave. Hein. Mais totalement. Parce qu'il faut le rappeler. Totalement. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous sommes dans une posture où le président, je le rappelais, Brice Clotaire Oligui Nguema est passé haut la main. Tout le monde s'attendait à ce que le président gabonais s'accommode ce parti, mais il a été très prompt. Il est allé en candidat indépendant, il a passé les élections. Maintenant, ce qui se passe, c'est tout comme en Afrique, quoi. Justement. Les partis au pouvoir ou les anciens partis au pouvoir se disloquent. Je sais pas, disparaissent. Justement. À travers des guerres de leadership et de contrôle du parti, ainsi de suite. On vit ça même en République de Guinée. Tout à fait, tout à fait. Et à la différence du PDG au Gabon, il faut dire que depuis un bon bout de temps, depuis sa création, c'est comme un peu le PDG ici, au début de leur indépendance. C'est Omar Bongo, le père Bongo, qui a dirigé pendant plus de 42 ans et finalement c'est son fils qui est venu. Donc ils sont au pouvoir, c'est les partis au pouvoir. Vous savez, les partis au pouvoir en Afrique ici vivent à travers les moyens de l'État. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Hein. On existe avec les moyens de l'État. Après, quand vous perdez le pouvoir... Aucune structure. Justement, vous perdez le pouvoir, vous perdez tout parce que la politique aussi, c'est les moyens financiers. Alors, et finalement, Ali Bongo... Au début, on avait bien voulu le confier au parti, hein, mais ça allait être politiquement suicidaire, mais aussi une flagrance en politique. Parce qu'on sait très bien que ces coups d'État ne pouvaient pas être opérés sans la bénédiction de la France. Et ça s'est dit dans... beaucoup d'observateurs considèrent aujourd'hui que si ce coup de putsch a pu avoir lieu au niveau du Gabon, c'est parce que tout simplement... Et la France, disons, avait soutenu, disons, le Oligui Nguema. Et bien finalement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie un tout petit peu de diriger le Gabon avec Ali, mais sans Ali. Ali Bongo, il faut le dire comme ça, parce que pour la France ou pour les Occidentaux, il suffit juste de maintenir les intérêts. Peu importe celui qui est à la tête du Gabon. S'ils font leurs affaires, ça va. Et puis je crois que c'est comme ça que ça se passe un peu partout. On peut faire sauter un putsch civil pour mettre un putsch militaire, et puis voilà, ça va si les intérêts ne sont pas menacés. Alors finalement, ce qui se passe, c'est que finalement, ils sont allés ce lundi-là pour pouvoir tenir, dit-on, leur réunion afin de préparer le prochain congrès. Or, il faut rappeler qu'il y a eu un congrès en janvier passé, en janvier dernier, et au cours duquel, je crois que Blaise a été porté à la tête du parti avec sa secrétaire. Et bien finalement, disent-ils, puisque c'est selon les propos de la secrétaire, ils ont essayé de redynamiser toutes les structures et puis à l'issue de ça, un bureau a été mis en place et tout fonctionne bien. Est-ce que vous croyez que le PDG va s'en sortir avec ces deux camps? Donc attendons de voir. En attendant, je pense que puisqu'il y a un autre camp soutenu par le pouvoir en place, il faut rappeler que Oligui Nguema aussi a créé son parti. Hein. Il a créé son parti et je crois que à côté, il a dû passer par l'échelle PDG du côté de Gabon pour pouvoir accéder au pouvoir. Ça, ce n'est secret pour personne. Ceux qui ont battu campagne, ils ont dit que nous maîtrisons mieux les choses. Et je crois que c'était le PDG même qui avait soutenu la candidature. Candidature et qui a mené campagne. Une campagne de porte-à-porte, on se rappelle très bien. Et je crois que finalement, il a été élu. Donc, il a été élu grâce au PDG, il faut le rappeler. Alors, finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ou avec le concours du PDG. Avec le concours, la bénédiction. La grande bénédiction du PDG. Il faut le rappeler. Donc, finalement, en tout cas, au Gabon, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de contestation. Voilà, le PDG s'est aligné. Oui, le PDG s'est aligné tout doucement. Et je crois que c'est ce qui suscite quand même des interrogations
quant au bien fondé justement de ce push au niveau du Gabon. Comme partout ailleurs. Hein, comme partout ailleurs. Où on voit de près la France. Ouais. Alors, Renat, oui, allez-y, je vous laisse finir. Enfin, ma mère peut... Alors, je termine pour dire que ce qui se dessine là, c'est que finalement, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Les dizaines de cadres qui sont allés pour pouvoir occuper le siège n'ont pas pu accéder au siège parce que tout simplement, les quelques jeunes qu'ils ont trouvés là-bas leur ont opposé une fin de non-recevoir. Donc, finalement, ils avaient dû faire constater cela à travers un huissier. Et on verra bien ce qui va se passer. Mais tout est-il qu'aujourd'hui, Ali qui continue, puisqu'il faut le rappeler, hein, il est en concertation avec le président, son président désigné à la tête du PDG, en l'occurrence Ali Akbar Onanga, qui est aux côtés de Londres. Ils sont en train de discuter comment est-ce qu'il faut, disons, reprendre le pendule en l'air. Donc ça veut dire tout simplement que peut-être dans les jours ou les mois à venir, on verra bien, puisque déjà il y a déjà des recours qui sont déposés au niveau de la justice gabonaise. Comment la justice va essayer de traiter ces dossiers-là et disons pourquoi pas l'avenir qu'on va essayer de donner à la suite de toute cette procédure judiciaire qui est engagée du côté de Gabon. Du Gabon, en tout cas avec le PDG qui risque de sombrer ainsi et les deux camps ne se comprennent pas au moment de bas. Et ce n'est pas parti pour quand même demain pour que ces deux parties, disons, arrivent à s'entendre et surtout arrêter quelque chose, notamment en consensus ou en compromis autour quand même, disons, de la gestion de cette formation politique aujourd'hui quand même qui prête à débat et voilà, qui quand même devient le centre, disons, de débat au Gabon. Vous savez, aujourd'hui, la crise du PDG dépasse une simple querelle de leadership parce qu'elle incarne aujourd'hui cette crise, la difficile, disons, réinvention d'un parti autocratique. Vous savez, moi, ça m'a même surpris que cette formation politique arrive à tenir jusqu'à maintenant, là. Parce que ce qu'on nous a habitués en Afrique, et c'est une réalité, vous le savez, à chaque fois, quand on parle de formation politique, surtout, disons, des partis au pouvoir, parce que ce sont des partis notamment qui fonctionnent selon les moyens de l'État, c'est-à-dire l'argent de l'État, le contribuable, disons, de ces pays-là. Et après tout, dès qu'il y a problème au sommet, notamment dès que le président en exercice quitte, vous allez voir que le parti va être en difficulté, notamment de se réinventer, de se retrouver et pour même, disons, une mise à jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui malheureusement arrive au PDG, disons au niveau du Gabon, parce que si la direction actuelle semble avantagée par le soutien quand même des autorités, notamment transitionnelles, la faction pro-Bongo aujourd'hui maintient, disons, une pression symbolique et juridique. Et c'est là également qu'on semble donner toutes les cartes aujourd'hui au pouvoir de Gabon, de pouvoir taper sur, disons, cette formation politique et voire même aujourd'hui la faire disparaître. Parce qu'il y a une chose qui reste, disons, une réalité, c'est que le PDG a quand même, disons, concouru pour que l'actuel président soit au pouvoir. Nous avons vu, il y a rappelé avec les campagnes de porte-à-porte. Et de l'autre côté, toute l'énergie déployée. Aujourd'hui, le parti est à bout de souffle et finalement perd ses repères. Et aujourd'hui, avec ce bicéphalisme qui existe déjà, vous avez le camp Bongo et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui serait élu, je parle de Blaise, naturellement, qui ne fait pas quand même l'unanimité au sein de la formation politique, même d'ailleurs, même dans son propre camp. De l'autre côté, vous avez cet autre, disons, issu du rang Bongo. Aujourd'hui, Bongo, c'est ironique, mais c'est une réalité qui ne sait même pas ce qui se passe. Qui ne sait pas ce qui se passe, lui il a besoin de se mettre à jour pour mieux comprendre pour mieux comprendre aujourd'hui les réalités et de sa formation politique et de son pays tout entier. Les élections, comment elles se sont déroulées, notamment même graduellement, c'est un autre problème aujourd'hui et je crois que là
le PDG n'est pas loin de prendre la porte et aujourd'hui quand même carrément il est en train de prendre l'eau. Ce qui reste clair aujourd'hui, toutes les cartes quand même s'offrent au pouvoir, disons notamment à Brice Clotaire Oligui Nguema, de confisquer encore davantage l'avenir de cette formation politique parce que dans les deux cas, cette division, disons, profite au président Oligui et surtout aussi à l'UDB parce que quand même, il faut le dire, qui capitalise sur notamment l'affaiblissement de l'ancien parti unique et surtout qui est aujourd'hui, notamment parce que Lucie dépendra, il faut quand même le dire, de la capacité du PDG à concilier et légitimité statutaire et adaptation, disons, démocratique, ce qui reste aujourd'hui loin quand même d'une réalité avec tout ce que nous connaissons, même des personnes au sein de cette formation politique. Administrativement, il faut dire qu'elles sont dépassées. Très dépassées. Hein. Ce sont, selon beaucoup d'observateurs. En tout cas, merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, merci à la régie. Vous l'avez compris, auditeurs et téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, avec d'autres acteurs sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.